Madame Danielle Maouedj, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous. Merci. Alors vous êtes ici en Algérie présente pour le festival du film Amazigh. Oui, c'est donc la 4e fois que je suis invitée par El Hachemi Assad et j'y participe avec joie depuis donc ces quatre années. C'est qui Danielle Maouedj? Une femme. Une femme qui dit bien, la Julie, vous avez dit, je voudrais être cette femme, cette amante des fureurs de liberté, avec pour unique parure la soif solaire, et semer les rêves impurs et les baisers tatoués. Eh bien oui, j'ai fait une intervention à Tizi Ouzou dans le cadre du festival Amazigh, autour de Mouloud Feraoun. J'ai parlé de la réception des chemins qui montent lorsque j'avais 20 ans. Alors que je vivais dans un Paris rancunier, c'était après la guerre que la France menait en Algérie. Combien cette œuvre a été importante pour moi parce que à travers les personnages de Feraoun, je retrouvais les personnages de ma famille, à travers la femme d'Herbia, Ameneur, le fils de Madame, toute la diversité qui fait ce peuple algérien, qui me pétrit encore à ce jour. Vous disiez que vous avez retrouvé un peu votre famille et vos racines à travers l'œuvre de Mouloud Feraoun, c'est ça? Alors je vais vous dire, quitte à vous heurter un petit peu peut-être, je n'aime pas le mot racine, parce que les racines ça étouffe. Moi j'ai besoin de liberté, de mouvement, et je pense qu'il faut absolument tout faire pour s'émanciper, s'affranchir et des racines et des carcans qui empêchent de vivre. Donc je dirais que je suis dans cette quête, un peu dans la réparation d'une histoire qui a été très difficile pour ma famille, puisque vous savez, quand on est étranger dans son propre pays, on est suspect des uns, inquiété par les autres. Et ça a été le cas de ce grand-père qui a été le premier converti au protestantisme en 1908. Il a eu la nationalité française en 1916. Et reprendre la parole un siècle après cette conversion de ce grand-père, c'était très émouvant. Restituer une part de l'histoire, parce que l'histoire, je dis, a besoin de vérité. Tizi Ouzou, c'est sans soif de revanche et sans soif de conquête, mais tout simplement pour dire les choses, pour que nous puissions tenir tous debout, et les uns et les autres, parce que cette histoire de la colonisation a fabriqué beaucoup de mal-être, beaucoup de malheur. Il faut aussi convertir toutes ces blessures en créativité, justement en faire quelque chose de cette histoire et aller de l'avant pour créer l'avenir. Là, votre intervention a comme titre Les chemins qui montent m'ont fait gravir les plus hautes cimes de la réconciliation. Et de quel chemin parlez-vous et de quelle réconciliation? Eh bien, les chemins, vous savez que mon père avait une formule extraordinaire. Il me disait toujours, ma fille, parce que j'étais élevée à Paris, on t'accepte à une condition, c'est que tu ne dépasses pas l'épaule. Qui voulait dire, c'est-à-dire que on pouvait pas s'élever dans la société, on nous mettait à une place de subalterne. J'ai beaucoup souffert pendant la guerre que la France menait en Algérie, à Paris, puisqu'il y avait beaucoup de racisme, donc j'ai vécu ça dans ma chair, l'exclusion. Et la société était tellement hostile aux Algériens, et d'ailleurs ça continue malheureusement, peut-être autrement, mais peut-être plus sournoisement, mais ça continue, je pense. Et j'avais honte de mon père, donc j'ai beaucoup souffert de ce conflit, de cette horreur. Vous avez réussi à dépasser cette honte de mon père, comment? Ah bien évidemment, heureusement pour moi, mon Dieu. C'est le livre de Feraoun, Les chemins qui montent, qui ont été donc déterminants, qui m'ont révélé la parenté, les correspondances entre la Corse et l'Algérie et la Kabylie. Voilà, une continuité dans les correspondances qu'on trouve, que vous avez trouvées. Je pense que c'est de là que vient votre livre de poésie, c'est ça? Rive en chamade, non? Non, les livres de poésie, d'abord, je suis une dame qui a un âge certain. Mais quand j'ai lu Les chemins qui montent, j'avais une vingtaine d'années, donc ça fait très longtemps. Je trouve ça bien d'avancer dans le temps et en pensant ces cicatrices pour en faire quelque chose. J'y tiens beaucoup. Les blessures, il faut en faire quelque chose. Parce que si on est toujours dans les lamentations, on se détruit. Et tous les pouvoirs ont intérêt à ce que nous nous détruisions pour ne pas construire. Donc, se libérer de la haine pour être libre,
parce que sinon on continue à vivre dans des prisons, et convertir toutes ces blessures en créativité, quelle que soit la créativité, même faire son jardin, coudre, cuisiner, mais toujours inventer, créer son quotidien. Bon, j'ai toujours écrit de façon poétique, et c'est à la mort de mon père. Il semble que je me sois autorisée à être la femme que je suis, c'est-à-dire poétesse. Vous voulez dire que la mort de votre père était le déclic? Eh bien, c'est une façon peut-être de m'autoriser à faire de la poésie, oui. Parce que avant vous n'étiez pas autorisé? Vous savez, ça relève plus de l'inconscient tout ça. Hein. Je sais pas. C'est pas que mon père m'ait interdit, loin de là, puisqu'il lisait ce que j'écrivais. Hein, donc, il était très content que j'écrive. Mais vous savez, la complexité de l'être humain. Être poète, c'est libérer son âme. Bien sûr, c'est laisser à fleur de papier, à fleur de mots, laisser libre cours à son inconscient. Ne pas avoir de tabou et en fait être libre et s'autoriser à dire les choses. C'est comme un journal que l'on tiendrait au quotidien, je trouve, enfin pour moi. Hein. C'est toutes ces émotions, au lieu de les garder, eh bien c'est les transcrire et les partager avec les autres. C'est une nécessité pour mieux vivre, comme disait Saint Jean Perse. Il disait pour mieux vivre. Donc oui, c'est pour mieux vivre, bien évidemment. Vous écrivez dans l'un de vos articles publiés à l'UNESCO, vous dites que les mots ont du pouvoir et les hommes de pouvoir cherchent à exercer le pouvoir par leur biais. Oh là là, vous avez trouvé ça où? Sur Internet? C'est terrible, Internet. C'est vraiment le plus grand flic du monde. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Bien oui, bien sûr. Vous savez que en ce moment, il y a toujours, de plus en plus, on est dans le troc des mots. Et je m'explique, et le trafic du sens. Par exemple, je me souviens pendant la guerre du Golfe, les Américains parlaient de guerre propre, guerre chirurgicale, comme si la guerre chirurgicale, les frappes chirurgicales... Voilà, vous avez utilisé le mot frappe oui. dans le texte. Oui, les frappes chirurgicales, c'est au lieu de parler de bombardement. Et en même temps, c'était pour un bien, pour un mal, c'est pour un bien nécessaire. C'est-à-dire que il y a un mal, mais on va vous opérer, ça va être bien. C'est-à-dire qu'on vide le sens du mot pour aseptiser, pour rendre plus acceptable à la majorité des gens les horreurs du monde. Et donc, les hommes de pouvoir utilisent effectivement les mots. Puis les mots, vous le savez bien, Freud n'a pas inventé la psychanalyse pour rien. Plus on se libère en parlant, plus on parle, plus on nomme les choses, mieux on va. Et comme nous sommes dans des sociétés méditerranéennes où on est toujours dans le non-dit. Exact. Et le non-dit, ça fabrique la folie, la violence. Le simple fait de dire est une grande difficulté, surtout dans nos sociétés méditerranéennes. Et ailleurs aussi, mais il y a des degrés quand même. Mais chez nous, vraiment, nous sommes toujours dans le tabou. Puis alors, surtout quand on est une femme, parler, c'est pas mal vu. Une femme qui parle, elle fait peur. C'est de là parler de soi, c'est ce qui est très très difficile, et c'est là ce que je retrouve un peu dans l'un de vos poèmes, Au seuil des mots. Là, vous parlez c'est le jeu qui est le mot-clé de ce poème. Oui, parce que justement en Méditerranée, on est toujours dans le clan, la tribu, l'individu n'existe pas. Et surtout l'individu femme. Alors, et donc, apprendre à dire je, c'est très difficile, on dit toujours nous, parce qu'on ne se reconnaît pas en tant qu'individu. Et oui, j'écris ce poème parce que j'en avais, parce qu'en Corse aussi, c'est terrible. Il y a des degrés, bien sûr, mais c'est aussi une société très patriarcale. Alors il y a un vernis, parce que les femmes vont au bistrot, où elles s'habillent, elles ont des décolletés et tout, mais en fait, c'est dans l'imaginaire, c'est dans l'ossature mentale que des vieux réflexes persistent. Et c'est sur l'imaginaire qu'il faut travailler. C'est pas parce qu'on est en décolleté qu'on est plus libéré qu'une autre. Et c'est donc à ce niveau-là que j'en avais assez, et c'est ce poème qui m'est venu. Je le lis ? Oui. Alors, je l'ai intitulé Au seuil des mots. Et sur les mots, j'ai joué MOTS, j'ai écrit mes mots MAUX. J'ai joué les mots, voilà, on va mettre les mots sur les mots. Pas fréquentable le jeu, plutôt fautif, dans les contrées endormies par le bleu de l'exil. Moi, je le tiens de Saint-Augustin. Dès lors, je suis entré dans le jeu. Et depuis, j'interroge le mystère des champs intérieurs. Je tente le jeu au seuil des mots. Seul guide, le jeu m'entraîne dans le balai étoilé, je virevolte. Au centre, je plante ma tente, des peaux de mélancolie me tiennent en éveil.
Autour tremblent les certitudes, chagrine le nous de la tribu, au cœur d'un monde muet, assigner les failles de l'amour dans le fracas silencieux du jeu. Mais vous, oui, vous, je dis bien vous, oui, vous, que dites-vous du jeu? Perte reculée efface la place, plaintif jeu, peine à franchir le jeu, fugue la nuit aveugle. Vous vous excusez du jeu, la maladie du lien, votre refuge. Condamné, vous désertez le jeu. Au seuil des mots, j'apprivoise la mort, et je retrouve le jeu perdu de l'enfance, éveil de la mémoire de mes langues volées. Territoire libéré, s'élève le jeu de la séparation. Merci. Le poème il parle de lui-même, le mot jeu qui revient. Alors moi je parle d'un jeu féminin. Qu'en dites-vous? Écoutez, personnellement, je n'ai pas approuvé parce que je me sens entièrement, je me sens femme entière. Je ne suis pas dans la surenchère non plus féministe ou il y a des combats à mener, je les mène, comment dire, je les mène pas avec ma plume et je pense, et j'en suis convaincue, nous sommes dans la complémentarité. Et moi je dis toujours, le jour où les hommes assumeront leur part de féminin comme nous assumons notre part de masculin, eh bien ce jour-là le monde ira beaucoup mieux, nous serons vraiment dans l'échange, un échange vrai. Mais tant que les sociétés patriarcales perdureront à travers les 3 religions monothéistes, c'est-à-dire au sommet nous avons Dieu, en dessous l'homme et subalterne la femme. Donc on est dans une hiérarchisation de l'espèce humaine et donc ça crée donc des rapports de pouvoir. Et enfin personnellement je ne supporte pas les rapports de pouvoir, les rapports de force, parce que ça crée pas de belles choses, hein, ça crée pas d'invention, d'inventivité et d'amour. Car l'amour, elle peut pas, enfin c'est quand même incroyable, il n'y a pas de rapport de force dans l'amour, on est dans l'échange. Mais c'est un long travail et je pense que les mères ont un grand rôle à jouer, c'est-à-dire de ne pas reproduire le modèle dominant. Tant qu'on ne fait pas un travail sur soi, on ne peut pas avancer. Juste un dernier mot sur votre participation au festival du film Amazir. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point sur la participation des femmes à ce festival? Il y a peu de femmes. C'est un peu gênant, je trouve. Une estrade où il n'y a que des hommes, je trouve ça d'une tristesse. Mais c'est triste, à la vue. C'est même pas le truc de dire il n'y a pas de femmes. Je trouve ça sinistre. Alors que les femmes fleurissent, ces assemblées d'hommes. Elles sont des fleurs, elles amènent du soleil. Et en fait, les sociétés d'hommes comme ça, j'ai l'impression d'être dans les ténèbres. C'est pour ça que les femmes, je trouve que c'est la lumière. Hein, elles donnent la vie, elles ont une capacité à donner la vie. Donc le mouvement, il faut vraiment que nos sociétés arrivent à prendre plaisir. Parce que ça aussi, c'est un mot banni, le plaisir. La notion de plaisir n'existe pas. On est dans une Méditerranée pleine de lumière, de soleil, un soleil vertical comme ça qui vous caresse la peau, la nourriture a du goût, les saveurs sont extraordinaires, les parfums. Et pourquoi tous ces interdits? Pourquoi? C'est peut-être pour perpétuer le pouvoir, en fait, c'est ça. Et les mots? Et les mots, bien sûr. MAUX. Mais je veux être désespérément optimiste parce que je rencontre beaucoup de femmes et d'hommes extraordinaires en Algérie. Il y a énormément de potentialité. Danielle Maoued, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.